Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver pour au moins, au grand minimum, 3 semaines de cours, sachant que voilà, le président a dit que les cours commenceraient à éventuellement reprendre à partir du 11 mai, mais il est très peu probable que le 11 mai, vous soyez déjà en classe. C'est une rentrée qui va se faire progressivement. Donc voilà, on en a pour 3 semaines, mais on en aura 3 semaines minimum, mais probablement encore plus. J'espère que ce temps de repos vous a fait du bien, vous a permis un petit peu de décrocher des écrans, de vous consacrer à vos loisirs. La nouvelle qui est tombée pendant les vacances, c'est que voilà, il n'y aura pas d'examen écrit du brevet à la fin de cette année. Et que du coup les notes qui seront comptabilisées pour l'attribution des points seront les notes du premier et second trimestre. Alors avant de commencer ce dernier chapitre d'enseignement moral et civique, la défense nationale, qui est le chapitre 3 et aussi le dernier chapitre en EMC, eh bien j'aimerais reprendre cette belle tradition que nous avions, qui était de raconter un conte de Nasreddin. Alors c'est un conte qui, moi, me fait sourire parce qu'au début de l'épidémie de coronavirus, quelqu'un m'avait envoyé un message disant que si on buvait de la soupe ou des tisanes, ça tuait le coronavirus parce qu'il ne supportait pas la chaleur. Lol. Ça montre finalement comment les recettes de grand-mère, finalement à partir du moment où vous n'êtes pas malade, vous pouvez toujours croire que ça sert à quelque chose. Voilà. Le problème, c'est quand vous êtes vraiment malade et que vous essayez ces remèdes de grand-mère pour vous soigner, là, ça marche pas et ça peut vous conduire à la mort. C'est en cela que c'est dangereux. Euh, eh bien, l'histoire de Nasreddin me fait un petit peu penser à ça. Ça s'intitule Les tigres. Un matin, très tôt, Nasreddin était occupé à jeter du sel tout autour de sa maison. Mais que fais-tu, Nasreddin, avec tout ce sel lui dit son voisin. J'en mets autour de ma maison pour éloigner les tigres. Mais il n'y a pas de tigre ici. Eh bien, c'est la preuve que le sel a fait son effet. Voilà. Donc voilà, ça m'évoquait cette petite histoire-là de Nasreddin que j'adore. Donc ceci étant, nous allons commencer ce chapitre d'enseignement moral et civique. La défense nationale. Alors, souvent on associe la défense nationale à l'armée, c'est vrai que l'armée en fait partie, mais c'est encore plus large que ça. On va justement le définir juste maintenant. Donc tout d'abord, la problématique de ce chapitre, c'est comment finalement la défense nationale agit-elle en France et dans le monde. Et dans un premier temps, nous verrons l'organisation et le rôle de la défense nationale. Alors la défense nationale, finalement, c'est l'ensemble des missions visant à assurer la protection des Français, y compris à l'étranger. C'est-à-dire que si vous êtes pris en otage au Mali, eh bien, on va envoyer des militaires au Mali pour vous récupérer. S'il faut vous rapatrier pour des raisons sanitaires, vous êtes malade, voilà, vous avez le Covid dans un pays où on ne peut pas vous soigner, eh bien c'est le rôle de la défense nationale de vous rapatrier en France pour vous donner les soins adaptés. Voilà, donc la défense nationale, c'est défendre les Français, qu'ils résident en France ou à l'étranger, mais aussi les intérêts de la France. Les intérêts, c'est très vague. Enfin, qu'est-ce que les intérêts économiques, les intérêts culturels, les intérêts géopolitiques, voilà. On essaiera de voir quelques exemples de missions dans la suite de ce cours qui montrent que effectivement, eh bien, la France a des intérêts au Mali et pour cette raison, elle intervient au Mali pour défaire des groupes terroristes. Elle a des intérêts dans le commerce international et pour cette raison, elle intervient en Somalie pour lutter contre la piraterie. Donc, les missions de la défense sont très variées. Tout d'abord, il s'agit de protéger le territoire contre la menace terroriste. Ça, notamment, c'est le cadre de l'opération Sentinelle, où des forces armées
patrouille dans des lieux sensibles, on va dire, afin d'essayer de lutter contre tout acte terroriste. C'est le plan qu'on appelle aussi le plan Vigipirate. La défense intervient aussi pour protéger les populations contre les risques. Et les risques, ça peut être aussi des risques naturels, comme les inondations. En octobre 2018, par exemple, vous aviez des inondations dans l'Aude, et donc du coup, des forces armées sont intervenues près de Carcassonne pour déplacer les populations. C'est pour ça que vous voyez de très beaux garçons, très musclés, dont un ressemble à Maël d'ailleurs, en train d'évacuer des gens. Ouais, c'est très viril cette photographie. C'est sur le site de la Défense que je l'ai trouvé. Voilà, comme quoi si vous voulez voir des hommes extrêmement musclés et charismatiques, outre les cours d'histoire-géographie avec M. Champérévin, il y a aussi la Défense nationale qui est là pour ça. Alors, les inondations, oui, mais aussi, par exemple, là on est en plein dans l'actualité, les épidémies. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a 2 régions, l'Île-de-France et le Grand Est, qui sont surchargées en termes de demandes hospitalières. Il y a beaucoup plus de malades qu'il n'y a de lits d'hôpitaux. Donc du coup, des patients en réanimation sont transférés vers d'autres pays européens ou vers d'autres régions moins touchées, comme par exemple l'Aquitaine. Ça c'est l'opération Morphée, qui est lancée par exemple par la Défense pour transférer ces patients-là dans des conditions sanitaires optimales. Et enfin, il y a aussi l'intervention dans le cadre des alliances internationales, c'est-à-dire que la France fait partie d'alliances qui l'engagent, et donc du coup elle prête en quelque sorte ses soldats à ces alliances. Alors la plus célèbre de ces alliances, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui voit le jour après la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez quelques exemples d'intervention des troupes françaises dans le cadre de l'ONU depuis 1991. Vous voyez que la France est quand même intervenue à de nombreuses reprises. Rwanda, ex-Yougoslavie, Liban, Cambodge, Haïti, Côte d'Ivoire, Timor oriental. Voilà, c'est quand même assez conséquent. Outre l'ONU, là on a la situation à l'heure actuelle, en 2020. Donc vous voyez que dans le cadre de l'ONU, la France dépêche 720 militaires. Dans le cadre de l'Union européenne, elle en dépêche 150, et notamment dans l'opération Atalante qui lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Et si vous êtes intéressé par la piraterie, n'hésitez pas à consulter le hors-série consacré justement à l'histoire de la piraterie des origines à nos jours. Et puis il y a aussi l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, une alliance militaire, on l'a vu, créée dans le contexte de la guerre froide, qui regroupe les États-Unis et leurs alliés. La France en fait partie, et du coup la France a stationné des troupes dans les pays baltes. Alors pourquoi les pays baltes ? Nous sommes à proximité de la Russie, et le grand adversaire de l'OTAN, ça restera toujours la Russie. L'URSS au temps de la guerre froide, la Russie aujourd'hui, et donc du coup voilà, ce n'est pas innocemment que la France dépêche des troupes à proximité de la Russie. Et elle ne le fait pas dans le cadre de l'Union européenne, mais dans le cadre de l'OTAN. Donc voilà, finalement la France intervient en son nom propre. C'est par exemple l'organisation de l'opération Barkhane ou Chamal, qui regroupe quand même la majorité des militaires, mais elle peut prêter aussi des troupes à des organisations internationales telles que l'ONU, l'Union européenne ou l'OTAN. Alors, qui fait quoi ? Qui la dirige, cette défense ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que en démocratie, le pouvoir doit être partagé. Et une personne seule ne peut pas tout décider. Quand bien même nous serions dans un régime présidentiel où le président de la République a beaucoup de pouvoir. Alors on va le voir, dans le cadre de la défense, le président a l'essentiel du pouvoir. Mais il ne peut pas tout faire seul. Donc le rôle du président de la République, c'est que c'est le chef des armées. À ce titre-là, il peut décider d'une riposte nucléaire si les intérêts vitaux de la France sont menacés. Il peut ratifier des traités.
il défend l'intégrité du territoire. Et d'ailleurs, le récent discours d'Emmanuel Macron à propos du Covid, disant « nous sommes en guerre », montrait bien que le président de la République se place comme véritablement un chef de guerre. Cependant, le président n'a pas le pouvoir de déclarer la guerre. C'est-à-dire qu'il mène la guerre, il peut mettre fin à la guerre par la signature d'un traité, mais l'institution qui peut décider d'impliquer la France dans une guerre, c'est le Parlement. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, plus le Sénat. Donc le Parlement, il est informé des décisions militaires prises par le gouvernement, et c'est lui qui décide de la déclaration de guerre. Et enfin, il y a le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est celui qui est à la tête du gouvernement, et à ce titre-là, dans ce gouvernement, il y a 2 ministres, même 3 ministres assez importants. Le ministre de la Défense, qui a sous son autorité l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Il y a le ministère de l'Intérieur, qui regroupe la police, qui ne fait pas partie de la défense, mais la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, depuis 2009, fait partie du ministère de l'Intérieur, alors qu'avant c'était le ministère de la Défense, mais reste néanmoins associé à l'armée. C'est un peu complexe, mais c'est comme ça. La gendarmerie nationale, du coup, c'est le ministère de l'Intérieur, mais ça reste la Défense parce que associé à l'armée. Et aussi, un 3e ministre qui n'est pas mentionné ici, mais qui a son importance dans le cadre de la politique de défense, c'est le ministère des Affaires étrangères, qui va gérer toute la diplomatie française. Donc en gros, le Parlement vote l'entrée en guerre, le président décide de la conduite de la guerre et des traités, et de l'emploi de l'arme nucléaire, et le Premier ministre a sous son autorité les différents ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et donc conduit la politique intérieure de la nation, et c'est lui par exemple qui va décider des budgets. Est-ce qu'on augmente ou on diminue le budget de la défense, comment on réorganise, etc. etc. Donc voilà, c'est déjà terminé pour cette première partie du cours d'EMC consacré à la défense nationale. Dans le prochain cours, nous verrons comment les citoyens participent-ils à ce devoir de défense. Et si vous êtes intéressé par la piraterie, qui effectivement au niveau de sa période contemporaine a un rapport avec la défense, parce que la lutte contre la piraterie fait partie des grandes missions de la défense française, eh bien n'hésitez pas à consulter la vidéo qui s'affiche là. Et sur ce, à bientôt pour la deuxième partie de ce cours.